Merci de votre fidélité. Bienvenue dans cette émission Le Scanner. Comme vous le savez, Le Scanner, c'est une émission qui vous parvient tous les jours quand il est 9h. Toutes nos excuses pour ces légers retards. Au menu, les états généraux de l'agriculture et de l'élevage ont débuté ce 3 juillet 2024 et prendront fin ce vendredi 5 juillet. Et c'est le Premier ministre chef du gouvernement en présence de tous les acteurs concernés qui a présidé la cérémonie inaugurale des activités. C'est un événement qui a réuni plus de 850 participants venus des divers horizons du pays. L'objectif de ces états généraux est de rassembler les principaux acteurs du secteur agro-pastoral pour discuter des défis et des opportunités, mais aussi élaborer des stratégies durables pour le développement du secteur sous le thème « Comment traduire le potentiel agro-pastoral de la Guinée en levier pour l'autosuffisance ». La sécurité alimentaire et nutritionnelle, la Guinée possédant un potentiel agro-pastoral considérable, riche et varié avec plus de 13,7 millions d'hectares de terres arables, représentant ainsi 56% du territoire national. Que peut-on attendre de ces états généraux? Le scanner pose le débat. Et puis, annoncé tout récemment avoir franchi la barre des millions de personnes en crise alimentaire, la Guinée vient de bénéficier d'un appui financier de plus de 143 millions de dollars dans le cadre de son programme de partenariat avec le programme alimentaire mondial pour la période 2024-2029, lequel a été voté, approuvé, disons, à l'unanimité par les États membres. Donc, disons que le ministre guinéen du Plan et de la coopération internationale, Ismaël Nabé, présent à cette rencontre, a exprimé la détermination de la Guinée à travailler avec le PAM pour l'atteinte des objectifs du développement durable, dont l'éradication de la pauvreté. Que faut-il pour une gestion rationnelle et efficiente de ce montant? Tout à l'heure, la grille de lecture de nos chroniqueurs. Et puis, une lueur d'espoir semble se dessiner pour les médias privés dont les agréments ont été retirés. Le secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse de Guinée, Sekou Jamal Pendessa, semble être optimiste cette fois-ci. Il parle d'une véritable avancée dans les négociations. Il a d'ailleurs, à travers un communiqué, sollicité une audience avec le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, pour, dit-il, échanger avec lui autour de la crise qui mine le secteur du média depuis pratiquement 8 mois. Pour en parler, nous recevrons, si tout va bien, le secrétaire général du SPPG, Sekou Jamal Pendessa. C'est tout pour le minute d'aujourd'hui. Le développement, c'est dans un instant. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées. Bonjour à Conakry, bonjour à tous ces auditeurs et téléspectateurs qui nous attendaient impatiemment. Heureux de vous retrouver. Merci encore une fois pour participer à cette émission. Vous pouvez nous écrire sur le 629 95 67 67 ou via la page Facebook de l'émission Le Scanner, Kavi TV ou groupe Kavi Média pour participer à cette émission. Vous pouvez aussi participer à toutes les plateformes digitales du groupe Kavi Média. Alors ici, dans ces studios et sur ce plateau, Mohamed Loba, bonjour. Bonjour Yaya, bonjour à tout le monde. Bienvenue. Merci. Mokhtar Silla, directeur de publication de Guinée Panorama, journaliste chroniqueur à Sabari FM. Bonjour et bienvenue. Bonjour Yaya Diallo, bonjour à tous. On avait entendu une bonne nouvelle, mais ce matin, on nous apprend que c'était juste une blague concernant notre frère. Mohamed Loba. S'il s'agit du mariage, il ne faut même pas en parler. C'est quand? C'est pas l'heure du jour. Vous n'êtes pas de femme. Non, il va créer une surprise. Ok, alors bon courage à lui. Bon, peut-être que c'est lui qui sera le parrain du mariage. Bon courage à lui. Ça arrive, mais sans sourdine. Nous sommes déjà. C'est un adepte d'Alpha Condé, donc il surprend toujours. Ah. Oui. C'est grave. Non, mais c'est pas grave. C'est grave. En tout cas, il faut l'informer que nous sommes à mois de juillet. Et ça ne veut rien dire, il y a Lipton. T'inquiète. Alors, Mohamed Loba, je rappelle que vous êtes le directeur de publication du site Siam Info. Hein? Alors, on le disait tantôt, en off, le président de la République se réveille enfin et il prend les taureaux encore en ce qui concerne la desserte en électricité dans notre pays. C'est un réveil tardif, il faut le dire, il faut le souligner. Ce n'est même pas un réveil. Jusqu'à présent, moi, je me dis que ce sont des gens qui sont... C'est une très bonne chose, Mohamed. Ils sont dans le coma. En fait, c'était juste un rappel à l'ordre ou une mise au point, taper du poing sur la table. Ça ne veut pas dire que demain, avec un bâton magique, et puis on aura de l'électricité. Vous avez entendu le Premier ministre qui a été clair. On ne peut pas être aussi clair que ça.
Il dit quand le Premier ministre et le Président... l'électricité a été fournie par le passé, ça ne peut plus être le cas. Aujourd'hui, ils sont dans l'incapacité de le faire. Mais le Premier ministre, quand même, lui, il excelle dans les contradictions. Cette fois-ci, c'est le Président. En fait, il y a une grave contradiction qui ne dit pas son nom. Ouais. Et vous avez vu le ministre de l'Énergie qui était ces derniers jours-là sur le terrain avec quelques soi-disant influenceurs. Vous avez vu des images qui pourrissent la toile quand même, où on montre la grille ou la barre qu'il faut atteindre par l'eau pour donner de l'électricité. En fait, aujourd'hui, il ne faut même pas avoir de l'espoir. Il ne faut même pas le garder, cet espoir-là, par rapport à l'électricité. C'est que ça y va de mal en pis. Vous n'avez pas senti une toute petite amélioration depuis 3 jours comme ça? Quelle amélioration? Je vous pose la question. Peut-être dans votre quartier. Oui, on a senti. Moi, dans mon quartier où j'habite, c'est le tour-tour. Nous, on a senti quand même que... C'est ce fameux tour-tour qui continue. Au fait, aujourd'hui, moi, je me demande qui réellement veut-on tromper dans cette question d'électricité. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous voyons, le discours et la réalité sur le terrain, c'est qu'il y a un écart fleuve qu'il faut ou qu'il faille dénoncer. C'est le discours que le président a bien tenu. Hein? Ah ben je ne crois pas que ce soit une première que le président tape du poing sur la table, mais sur le terrain, vous allez voir, quand vous écoutez des ingénieurs en matière énergétique, et des personnes, c'était des spécialistes, et autres, des spécialistes en la matière, vous allez trouver que le langage tenu, c'était le langage politique et la réalité. Sur le terrain, vous allez voir qu'il y a une différence fleuve. Donc, est-ce qu'il faut aujourd'hui s'attendre à un résultat ou à une amélioration nette après cette prise de parole du président de la République? Moi, encore jusque-là, je prends, c'est-à-dire cela avec des pincettes. Je reste encore, c'est vrai, il faut rester optimiste. Mais en ce qui concerne l'électricité, il y a quelque chose, ou beaucoup de choses d'ailleurs, qu'on ne nous dit pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut à date, Mohamed? Ce qu'il faut, c'est un réveil, un véritable réveil de la part des autorités, parce que ce ne sont pas les citoyens qui vont amener des bidons d'eau au niveau de ces barrages-là. C'est ce que le président a dit. Il faut nous dire la vérité. Aujourd'hui, est-ce qu'on entretient en flou? Est-ce que ces barrages-là, c'était une arnaque? C'est l'impression qu'on nous donne, c'est le rêve qu'on a l'impression qu'on nous a vendu un rêve ici. C'est comme si c'était avec, disons, de la magie que le régime Alpha Condé était en train de nous fournir quand même d'électricité. Si ça ne peut pas marcher avec des barrages, tout ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est quand même voir du côté thermique. C'est simple. Bien que les barrages existaient, mais il y avait quand même le bateau thermique qui était là. Il y avait le bateau thermique qui était aussi appuyé par d'autres centrales thermiques. Oui. Il faut le rappeler. Oui. Au fait, vous savez, moi j'ai toujours dit, c'est pas au sommet de l'État qu'on apprend à gérer. On ne fait pas de stage là-bas. Là-bas, vous venez, vous connaissez tout et puis vous dirigez si vous voulez. On ne parle plus de stage après près de 3 ans de gouvernance. Ça veut dire que c'est un mauvais stage. Si c'était un stage, ça veut dire que c'est un échec total. C'est un échec total. Aujourd'hui, on a besoin des résultats parce que le citoyen quand même en souffre. Nous sommes dans une période de grande pluie. Mais il n'y a pas d'électricité. On nous disait que c'est période d'étiage et puis tout et autres. Mais aujourd'hui, on ne peut pas me dire qu'il ne pleut pas. Ou bien, au niveau des barrages, là-bas, là, c'est qu'il y a des hangars quand il pleut là et puis l'eau ne peut pas, c'est-à-dire l'eau ne peut pas passer. C'est impossible. Je ne vois pas l'explication qu'on puisse donner aujourd'hui. Peu importe les images qu'on puisse montrer à la télé ou sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ce que le Guinéen attend des autorités, c'est une amélioration nette en desserte par rapport à cette question de desserte en courant. Bien. Mokhtar Sylla, certainement le retour à la case de départ parce qu'un bateau thermique semble être attendu ou annoncé tout au plus. Oui, écoutez, moi j'ai considéré cela comme une bonne nouvelle. Bien. Parce que l'obscurité n'arrange personne. Absolument. L'obscurité, c'est l'ami de l'insécurité. Oui. Donc je pense que par le passé, ça
fonctionné aussi avec le thermique. Ce n'était pas seulement que les barrages hydroélectriques. Donc je pense que si on revient à cette méthode qui quand même soulage les citoyens en termes de desserte d'électricité, c'est pour le moment une bonne chose, parce que la meilleure femme ne peut donner que ce qu'elle possède. Je pense que c'est la nouvelle, elle est bonne. Si toutefois elle arrive, parce que il ne suffit pas seulement de se contenter des annonces. Vous savez, le problème d'électricité, moi je veux accuser un peu Alpha Condé. Vous savez, lorsqu'un soubassement est mal posé, c'est difficile d'avoir un mur solide. Parce que pour moi, on nous a trahis avec les barrages. On a trompé tous les Guinéens. Oui, on a trompé tous les Guinéens. Avoir plus de 400, comme quand vous prenez Swapiti et Kaleta, ça vous fait près de 400, je crois, mégawatts. Non, près de 600. Alors, près de 600 mégawatts. Comment, avec 600 mégawatts, Conakry peut être encore... Swapiti, si je ne me trompe pas, et 200. Et ça, c'est simplement pour Conakry. Moi, je ne peux pas comprendre avec plus de 500 mégawatts que Conakry ne soit pas alimenté 24 heures sur 24. Ça veut dire que c'est un travail bâclé qui a été fait. On sait dans quelles conditions Kaleta a été lancé, parce que c'était en 2015, on était à l'orée des élections, donc il fallait faire un coup KO. Donc ils ont tout de suite précipiter les travaux. Est-ce que vous savez que quand vous êtes dans la construction d'un projet, toutes les étapes sont définies. Mais lorsque vous voyez un intérêt personnel et que vous voulez brûler ces étapes-là, ça va vous retomber dessus. Et aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Le CNRD a hérité à son tour, à son lourd héritage. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui est là, c'est lui qui dirige les affaires. On va l'imputer la responsabilité parce que l'État est une continuité. L'État est une continuité. Quoi qu'il en soit, l'enfant réclame toujours à son papa. Donc je pense que c'est dans cette logique et je pense que si ça a été bon, est-ce que normalement Swapiti devait être construit avant qu'à l'État? Et ça n'a pas été fait parce que les bailleurs n'étaient pas prêts pour Swapiti. On supposait que Swapiti était encore beaucoup plus colossal que Swapiti, que Kaleta. Donc il fallait aller vite, mais est-ce que ça a été bien fait? C'est là où toute la question se pose. Et maintenant, on annonce. C'est pourquoi ça nous retombe maintenant aujourd'hui. Et si aujourd'hui, comme pour combler encore le vide, on a compris que ça a été mal fait, malgré les milliards de dollars qui ont été injectés là, jusqu'à présent, on a du mal. J'ai eu honte la dernière fois quand on parlait d'interconnexion avec le Sénégal, mais je me suis dit, écoutez, la Guinée, château d'eau de l'Afrique, comment on peut acheter de l'énergie, comment on peut échanger avec le Sénégal. Tendre la main au Sénégal. Tendre la main au Sénégal. Et le Sénégal n'a qu'un seul fleuve. Peut-être naturel, peut-être maintenant avec le temps, ils ont su créer des fleuves artificiels. Puisque l'agriculture maintenant se fait là. Mais comment la Guinée peut quand même bénéficier de l'électricité du Sénégal? Pour moi, c'est un recul. Pour le pays, c'est une petitesse pour le pays. Parce que je n'arrive pas à comprendre, pour avoir vécu dans ce pays et pour être guinéen, je pense que j'étais vraiment gêné avec les amis d'ailleurs. Mais aujourd'hui, on parle du retour. Parce que c'est retour, même si ce n'est pas le même bateau, mais il reste quand même un bateau. Donc je pense que pour cette fois-ci, je pense qu'il y a quand même des avantages. Si toutefois le problème du courant est résolu, parce qu'il faut rappeler quand même à l'intérieur, notamment le Fouta, comme vous avez là-bas, l'Habitat, tout ça, je pense que ces gens-là n'ont pas le problème de courant. Parce que avec le dernier séjour que j'ai effectué, H24, ils avaient le courant. Maintenant, cette fois-ci, le retour annoncé, je pense qu'il y a quand même des avantages, si toutefois cela est effectif. Vous savez, par le passé, l'État payait la location du bateau électrique. Cette fois-ci, ça se fera, mais la seule différence est que l'État aussi payait le carburant pour la fourniture du bateau. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qui est dit? Qu'on passe par la SONAP pour alimenter. Et par le passé, l'État
payer l'électricité produite. Ouais. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas le cas. Bien. Donc, c'est pour vous dire que combien de fois, si toutefois les démarches aboutissent et que ce ne soit pas seulement de simples annonces de feu de paille, que ça pourrait être avantageux. Et je pense qu'avec la relance de certains aussi centrales thermiques, parce que le problème, c'est qu'à un moment donné, on ne dit pas la vérité. On ne dit pas la vérité parce qu'à un moment donné, cette perturbation de l'électricité, on avait imputé au dépôt, à l'incendie du principal dépôt du carburant. Et après ça, on dit bon, ça, comme ça, on a compris que ça ne marche plus et c'est la baisse de l'eau au niveau des... Nous sommes quand même en mois de juillet. Ouais. Ça veut dire qu'il faut dire toute la vérité. Absolument. Et la dernière sortie de Baouri, il indique avec les barrages. C'est pourquoi il faut préciser disons l'intervention de Mohamed Ba. Il dit avec les barrages, on ne peut plus donner le courant comme par le passé. Et ça, c'est naturellement vrai. C'est pourquoi je me suis demandé à quoi servait de prendre des gens, des influenceurs ou des journalistes pour aller... Est-ce que ce sont des techniciens? Et pour quelle fin? Dès le départ, quand vous dites la vérité, vous créez ce climat de confiance entre vous et les citoyens. Vous n'avez pas besoin d'avoir des influenceurs parce que le mensonge, c'est pour un temps. Absolument. Il faut dire la vérité au peuple. Bien. Il faut dire la vérité aux citoyens. Et je pense que si toutefois, si nous allons prier que la démarche aboutisse, parce que nous sommes tous plongés quand même dans le noir, il faudrait que la démarche aboutisse pour qu'enfin, que nous finissions avec les moustiques. Bien. Tout ça pour demain. C'est vrai, parfois il faut être optimiste. C'est vrai. Tout à fait compréhensible. Surtout, il ne faut pas jouer au profit de malheur. Non, mais je ne suis pas en train de maudire ou de dire. Non, je suis en train de commenter en fonction de ce que je vois, de ce que je vis et de ce que j'ai vécu. Nous sommes tous à Conakry. Personne ne peut nous raconter ce qui se passe ici. Parce que parfois, quand vous voyez le travail de certaines autorités, vous vous demandez, est-ce que je suis dans le même pays que ce dernier qui prend des images? Parfois vous vous demandez c'est où. Pourtant on nous dit que c'est ici. Si vous êtes à l'extérieur, vous vous dites non, demain je rentre à Conakry, je rentre en Guinée parce que tout va bien, c'est le paradis. Mais c'est le contraire. Tout ce qu'il faut aujourd'hui, si le retour de ce bateau-là, si ça peut nous servir, tant mieux. Mais de l'autre côté, par rapport au barrage, je l'ai dit, c'est une arnaque. Ça a été comme ça. Donc on ne peut aucunement imputer cette responsabilité au CNRD. Parce que c'est un héritage. Mais écoutez, si vous... ça va mal, c'est pour faire quoi? C'est pour bien gérer. Mais si vous gérez aussi mal, plus que les personnes que vous avez dégagées, mais ça veut dire que jusqu'à présent, on est encore dans des problèmes. Le CNRD était censé être une solution, mais maintenant, là, s'il s'avère lui-même un problème, c'est que c'est un autre problème qu'il faille résoudre. Bien. Mohamed Ba. Vous voyez maintenant avec même le programme du PAM, il faut le dire comme ça, programme dans programme, c'est une bonne chose. Et nous avons tous assisté ce 3 juillet avant-hier, je crois, au lancement de ces états généraux. Je crois que c'est la première édition. La première édition, oui. Il faut rappeler, ces états généraux rassemblent les acteurs quand même du monde de l'agriculture. 850. Des personnes qui viennent de l'étranger. Alors si tout se passe très bien, il faut le dire, c'est le ministre de l'Agriculture Félix, il a souligné que les conclusions de ces concertations seront quand même enrichies par les contributions des spécialistes et les expériences des pays invités. Donc ça veut dire qu'il faut aujourd'hui aborder ça va être une occasion pour aborder quand même des enjeux tels que l'aménagement des terres arables, parce qu'on le dit souvent ici, la dernière fois on le disait ici, combien de millions de terres la Guinée a aujourd'hui, d'hectares, pardon, 13,7 millions
tout ça là, on importe combien de tonnes de riz. Le ministre de l'Agriculture le disait la dernière fois, ce sont des chiffres qui font quand même froid dans le dos, il faut le rappeler. Donc si ces états généraux dans les conditions normales devraient quand même être une occasion et pour parler des enjeux, comme je le disais, par rapport à l'aménagement des terres arables que nous avons chez nous, la gestion de l'eau, la durabilité des infrastructures rurales, mais aussi la connexion quand même entre les zones agricoles et le marché, la vulgarisation des circuits commerciaux ainsi que le stockage, le conditionnement et puis la conservation et la transformation des matières. Donc en fait ça c'est tout un lot de solutions aujourd'hui que ces acteurs-là essayent de trouver pour quand même relancer ce secteur ou faire une promotion par rapport à ce secteur-là. Ou le moderniser. Jusque-là, on était quand même dans un monde un peu archaïque vis-à-vis de la culture et tout et autres. Et ça a été aussi une occasion pour voilà, animer des panels sur l'agriculture et sur l'élevage. Vous l'avez sûrement bien suivi, les acteurs quand même qui ont exposé dans ce sens-là. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des échanges qui porteront quand même essentiellement sur comment aujourd'hui sauvegarder, par exemple, côté élevage, le bétail, assurer sa survie et puis pendant les périodes de chaleur et ainsi de suite. En fait, ce sont des rénovations, quand même des innovations. Il faut le souligner. C'est très important. Et de l'autre côté, il y a aussi la question liée à ces guéguerres-là qui se trouvent entre agriculteurs et élevage. Donc il va falloir, bon enfin ce sera encore, disons, une occasion pour les acteurs de parler de tout cela afin quand même d'assurer une bonne cohabitation entre éleveurs et agriculteurs, parce que il y a eu beaucoup de sang a coulé par rapport à ce cas-là. À chaque fois dans les justices de paix à l'intérieur du pays, dans les tribunaux de première instance et autres, vous venez, vous assistez. C'est un problème existant. Procès lié un peu à ce facteur-là et par rapport à cette guerre qui existe entre agriculteurs et éleveurs. Donc il faut le dire, si tout ce qui est décidé au niveau de ces états généraux c'est appliqué, ça va quand même être un ouf de soulagement. Bien. Effectivement, mais est-ce que ce n'est pas un réveil tardif? Après combien de temps des régimes se sont succédés, personne n'y a pensé. À chaque fois qu'on parle des problèmes d'autosuffisance alimentaire, à chaque fois qu'on parle de cherté des prix d'arrêt de première nécessité, on pense qu'il faut réduire, il faut aller attaquer les commerçants, alors qu'on pouvait attaquer le problème à la source. S'attaquer le problème à la source, c'est comment penser à produire localement, au lieu de penser à importer. Et je pense que maintenant on commence à s'en rendre compte, mais pendant que c'est trop tard, et nous osons espérer que ces états généraux-là ne vont pas juste être une façon pour de s'en mettre plein les poches. Ça va quand même, ça aura des impacts sur la vie des Guinéens, parce que vraisemblablement on réunit des acteurs qui sont dans la filière agricole et élevage. Je pense que c'est une très bonne chose. L'idée, une très belle initiative. Elle est bonne, mais encore, nous sommes en Guinée, il y a eu beaucoup d'idées ici, mais finalement qui sont allées où? Avec
souvent on regarde la tête du porteur du projet. Si ça ne nous plaît pas, on fait tout pour saboter. Nous avons vu en Guinée ici la semaine de la citoyenneté, alors que nous en avons besoin. C'est maintenant que vous vous rendez compte ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ou ce qui se passe dans les rues, avec surtout cette saison pluvieuse où les eaux de ruissellement remportent des gens parce que les caniveaux sont bouchés. Et je pense que cette semaine aurait servi à sensibiliser autour de toutes ces questions-là. Mais à un moment donné, parce qu'on voyait la tête de telle personne, on ne voyait pas l'idée, on ne voyait pas le projet. On ne voyait pas la Guinée. Ça sous les pieds. Et cette fois-ci encore, le projet, je pense que c'est salutaire. Nous avons besoin de projets comme ça dans plusieurs secteurs. C'est comme aussi quand on a par exemple la journée nationale des transporteurs, vivement à cela, parce que vous avez vu le dernier cas où on dit de 2019 à maintenant, il y a eu plus de 7000 ou 3000 quelque chose. Plus de 3000. 3400 et quelques. 3000 et quelques morts par accident. Ça veut dire qu'il y a un sérieux problème. Il faut le diagnostiquer. Et cette fois-ci encore, l'élevage. La Guinée, qui est un pays à potentiel agricole, on dit plus de 56% du territoire national. Et cultivable. Et nous continuons encore à importer du riz. Ça veut dire que seulement en 2023, et ça aussi, le ministre nous informe que c'est en baisse, où on parle, on dit bien qu'en baisse, la Guinée a importé 7 millions ou 54 000, 754 000 tonnes de riz et 51 537 tonnes de viande de poulet. Incroyable. Ça veut dire que le problème encore, il persiste. Il faut trouver des solutions. Avec quelle qualité? Problème, c'est bien beau de faire les états généraux, mais c'est pas quand même dans... On parle de l'agriculture, on parle de l'élevage. Est-ce que ça se pratique à Conakry? Non. C'est le lieu. Pour moi, il fallait quand même aller dans une zone potentiellement agricole. Par exemple, quand on part à Kindia ou Boké, Zérékoré, je pense que c'était les lieux indiqués pour quand même tenir ces assises-là. Parce que vous ne venez pas à Conakry pour faire le champ. Vous ne venez pas à Conakry pour faire l'élevage. Donc je pense qu'on aurait dû aller dans ces zones-là pour quand même faire ces assises-là. Le problème de l'agriculture, il faut attaquer, il faut quand même que l'État s'investisse. Vous avez vu récemment au Sénégal, les autorités ont subventionné les engrais. Je pense que le problème c'est à partir de là. Un sac d'engrais qui s'est négocié à 23 000 au Sénégal, aujourd'hui vous le gagnez à 12 000. Ça veut dire que 52% de réduction. Et je pense que quelques années plus tard, vous allez voir que ces gens-là sont devenus autonomes et automatiquement le taux d'importation forcément baissera. On n'aura pas besoin de dire non, il faut réduire, l'État a subventionné, parce que ça ne pourra pas marcher. Souvent il y a des crises, l'État peut avoir la bonne volonté de subventionner, de fixer le prix et tout ça, mais parfois il y a des catastrophes naturelles qui interviennent. Vous avez vu depuis 2014 comment les pays là sont frappés par, si c'est pas Ebola, vous avez le Corona, si c'est pas ça, ce sont les guerres entre les puissances. Et forcément ça nous impacte. Alors, est-ce qu'on était préparé à ça? Est-ce que les pays sont préparés à ça? Donc, c'est pourquoi vouloir souvent subventionner les denrées de première nécessité, ça ne pourrait pas connaître. Parce que quand un cas de catastrophe naturelle va se poser, tout de suite, vous laissez la subvention pour attaquer le problème qui est là. Vous voyez, ça veut dire que les prix reviennent à l'habitude ou parfois même ça grimpe. Ça veut dire que vous n'avez pas encore maîtrisé le circuit. C'est pourquoi il faut attaquer le problème à la racine comme l'a fait le Sénégal. Il faut accompagner les agriculteurs. Si par exemple vous êtes commerçant, vous importez disons 10 000 tonnes par an, mais écoutez, on vous dit bon, vous importez et on vous donne, on vous accompagne dans l'aménagement des terres et tout ça pour que vous puissiez produire ici. Non seulement ça produit
ça génère de l'emploi avec cette problématique d'ordure que nous avons à Conakry ici. Je pense que ça, en ce moment, ça nous profitera pleinement parce qu'on fera tout pour transformer ça en des engrais. Et puis, la sécurité alimentaire, elle est là. Je pense que ça et en ce qui concerne aussi l'élevage. Mon ami on revient. sont menés et puis voilà. En fonction des semences culturelles. Hein, bien sûr, c'est ce que je dis, bien sûr. Si peut-être vous, dans un passé aussi récent, vous écoutiez Nanyale, l'ancien ministre de l'Agriculture, vous aurez pu comprendre tout cela. Au fait, tous ces facteurs-là sont en jeu aujourd'hui. Presque tout ce qui reste, c'est d'aller sur le terrain et nous permettre réellement de vivre une réalité qu'on attend depuis des années ou depuis des siècles, depuis des décennies, pardon. Aujourd'hui, cette question d'agriculture, c'est juste un manque de volonté. Il y a des plaines partout, il y a des terres arables partout en Guinée. Partout où vous venez, même dans votre quartier, sur les cailloux là-bas, il suffit juste de semer quelque chose, ça va pousser. La Guinée est une terre bénie. Le Premier ministre le disait hier par rapport à l'Ignam. Le manioc. Le manioc. Oui, évidemment. C'est comme si nous sommes en train de marcher sur de l'or. Mais on ne sait pas comment l'exploiter. Vous avez de l'or entre vos mains, mais vous ne savez pas quelle valeur représente l'or là. Donc aujourd'hui, tout ce qu'il faut faire, c'est de lier l'acte à la parole. C'est tout. Et puis on est sauvé. Je crois qu'au lieu de continuer à importer tout, c'est une manière quand même de s'exposer à des maladies. Absolument. Si vous voyez aujourd'hui on parle de saisie d'équipes Maggi et puis tout et autres là, des produits périmés qu'on nous vend à longueur de journée. Tout cela c'est parce qu'on ne travaille pas. L'oignon impropre à la consommation. Il y a des cadres de l'administration qui sont dans du matu-vu. Nous avons vu récemment ici des ministres à l'intérieur du pays avec des engins, c'est-à-dire agricoles, tout et autres là pour nous faire croire qu'ils sont en train de travailler. Mais aujourd'hui, quand ça a été, quand la période de récolte était là, personne ne sait combien de tonnes a été, comment dirais-je, on a récolté combien de tonnes et qu'est-ce qui a été fait dans ce sens-là. Tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils sont parvenus à faire, c'est de la publicité, une communication juste pour le gouvernement et rien pour les citoyens parce que jusque-là, ce que des champs qu'on nous montrait là, on se demande parfois même si c'était pour le gouvernement ou bien c'était juste pour des particuliers. Aujourd'hui, si cette publicité qu'on fait, ce semblant que c'est-à-dire qu'on se fourre, si on pouvait mettre cela ou faire de cela une réalité, je crois quand même qu'on aurait assisté à une avancée aussi énorme que ce que nous sommes en train de vivre. On le souhaite vivement. Mouktar Sylla, ce qu'il faut dire dans ce sens-là, c'est que le secteur agricole implique aussi certains départements ministériels. C'est le ministère de l'Environnement, puisqu'on parle aussi du réchauffement climatique. Donc, il faut préalablement voir qu'est-ce qu'il faut pour ne pas que cela aussi impacte, disons, négativement les initiatives qui sont en cours, mais aussi celui des transports. Parce qu'on constate déjà que, bon, il y a beaucoup, quelquefois, on cultive, il y a beaucoup de rendement, mais on assiste, disons, à la pourriture de ces, de ces produits qui sont cultivés parce que tout simplement, le transport pose problème aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faut pas en tenir compte de tout cela aussi? Oui, écoutez, c'est pourquoi aujourd'hui nous avons besoin que l'électricité se stabilise en Guinée. Parce qu'il y a un problème de conservation. Il y a de ces produits pour le transport. C'est vrai que vous pouvez avoir la facilité de transporter, ce qui est aussi l'écoulement de ces produits aussi vous sera facile. Mais je pense que lorsque nous avons une conserverie, nous avons des conserveries, vous n'aurez pas assez de difficultés. Par exemple, ceux qui produisent la pomme de terre du côté des Pita, ou ceux qui... La mangue ou l'ananas à Kindia, à Forêt-Caria.
si nous avons des conserveries, on pourra même pas assister à des ruptures. Parce que ce qui encourage l'exportation de ces produits-là, c'est parce que lorsque vous avez une forte quantité, vouloir l'écouler ici, combien de temps ça va vous prendre? Et on sait que ce sont des produits périssables par manque de conserverie. Vous êtes obligé quand même de négocier pour quand même exporter. Et nous, on nous vend presque au même prix que ceux qui sont vendus à l'extérieur. Ça veut dire que nous ne bénéficions pas pleinement. C'est comme un peu le cas de la pêche. Ouais. Il y a presque tous les bons poissons sont vendus ailleurs, ouais. Mais chez nous ici, au pays, c'est pas de la qualité. On nous envoie Bonga. Voilà. Donc, vous avez vu ce que ça veut dire. Donc, pour moi, c'est une très bonne. Ça implique plusieurs départements quand même pour cela, et je pense qu'avec l'agriculture et tout ça, le ministère de l'Environnement, avec l'exploitation des ressources naturelles, dégrade beaucoup plus que l'agriculture. Parce que tous les pays qui se sont développés... Quand on parle d'agriculture... Quand on parle d'agriculture, on ne parle même pas de... C'est pourquoi il faut mécaniser l'agriculture. Voilà, quand on parle plus de 65% de la population pratique l'agriculture de subsistance, bien évidemment, de façon naturelle. De façon naturelle. Oui. Nous sommes tous des agriculteurs, c'est-à-dire nés. Absolument. Voilà, vous vous réveillez, vous êtes nés, vous avez trouvé vos parents de façon archaïque. Voilà. Comment mécaniser tout ça? Oui, mais ça c'est une question d'organisation. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont organisés en des groupements. Il y a aussi des individuels qui se sont lancés dans l'agriculture parce qu'ils aiment, parce qu'ils sont nés dans ça, ils ont grandi dans ça. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui ils ont une certaine position sociale où ils ont qu'ils ne peuvent pas le pratiquer. Donc ils sont pour eux ils sont nés avec, il faut qu'ils meurent avec. Vous voyez comment ils le font. Je pense que ce sont des personnes comme ça, des gens qui se sont déjà lancés, que l'État doit accompagner tout en les organisant. Vous avez vu, on a 56% du territoire arable. Et alors on nous dit que l'agriculture n'apporte que 19% au PIB. C'est quand même disons une contradiction. Absolument. On ne peut pas le comprendre. C'est inadmissible. Ça veut dire que quelque part ça ne marche pas. Donc pour moi, il faut quand même associer tous les départements quand même concernés pour harmoniser les idées, pour enfin arriver à une sécurité alimentaire, pour ne pas qu'on ait besoin, si tu vois la Guinée qui part plaider un pays, laissez-nous, permettez-nous d'importer tout ça. Pour moi, c'est un manque de vision. Absolument. C'est un manque de vision, sinon la Guinée n'a pas besoin. La Guinée peut être le grenier de l'Afrique. Pas de l'Afrique de l'Ouest, mais de l'Afrique. Parce que aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour que l'agriculture se propage en Guinée, mais c'est juste, comme l'a dit Mohamed Leba, un manque de volonté. Alors, Manel, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un problème qui se pose là, parce que les semences culturelles dont on parlait là, on a reçu ici des spécialistes qui nous disent effectivement ce qu'on nous importe. Et on l'avait dit ici à l'occasion de cette journée, du lancement, je ne sais pas, des comités d'édition pour l'agriculture dans notre pays ici. Le ministre l'avait annoncé ici avec plus de combien de tonnes de semences culturelles qu'on avait importées, alors qu'on constate une incompatibilité avec la terre guinéenne. Donc ça veut dire que ce qu'on importe de l'autre côté ici, ça ne donne pas. Mais vous savez, le Guinéen est fort dans ça. C'est qu'au fait, le semblant. C'est que vous le savez, souvent, quand on est là au département, on ne fait pas assez de mouvements. Parfois, on a besoin juste de se faire voir, c'est-à-dire de faire en sorte que quand même notre image passe à la télé. C'est-à-dire, voilà, qu'on improvise des activités, on improvise des actions, et puis voilà, même des actions qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a besoin ou ce qu'on veut réellement. Par rapport à l'importation de ces semences, au fait, c'est que ça veut dire que l'étude faite dans ce sens-là, peut-être n'a pas été bien faite. Ou de l'autre côté, on veut expérimenter quelque chose, peut-être que ça ne marche pas, ou peut-être qu'on a mal réfléchi dessus pour trouver réellement une concordance quand même entre la variété qu'on veut amener et puis la terre que nous avons. C'est comme si
envoyez tout à l'heure, c'est-à-dire des pommes qu'on cultive en Europe, pour dire qu'il faut le faire ici. Peut-être ça va être une expérimentation, mais est-ce que vous avez une assurance nette pour dire que ça va prendre? Absolument. Donc vous voyez, donc je me dis que peut-être dans une acception assez large, ça ne peut être que des idées pour une expérimentation par rapport à ces variétés-là. Ben, si ça donne, tant mieux, mais si ça ne donne pas, on aura quand même gaspillé inutilement et de l'énergie et du fond, parce que ça ne vient pas comme ça gratuitement. Il faut aussi il faut le souligner. Ce qui devrait préoccuper aujourd'hui nos autorités, surtout dans le domaine agricole, je crois qu'il faut une réorganisation. Parce que le monde agro-pastoral aujourd'hui vraiment n'est pas organisé. Surtout quand on prend l'élevage par exemple. Quittons l'agriculture, venons dans l'élevage. Vous allez trouver que les gens ne sont pas organisés. Il n'y a vraiment pas une organisation. Ce secteur-là a besoin de ça. Parce que il faut aujourd'hui trouver, c'est-à-dire des gens, des personnes qui sont déjà dans ce domaine-là, qui réussissent quand même à élever 1000 têtes, 2000, 3000 plus, et organiser ces gens-là pour en faire réellement quand même, soit peut-être des groupements ou des coopératives ou des associations, des associations et autres. Vous allez voir combien de fois la production va augmenter. Je me rappelle, il y a de cela juste quelques mois, l'ex-ministre de l'Agriculture nous parlait quand même de l'importation de ça aussi, il faut le dire, de certaines espèces. De certaines espèces, je ne sais pas où en sommes-nous aujourd'hui avec cela. Du côté de Zéro Corée, on voyait la même chose. Et même à Conakry, ici, je crois, je ne sais pas où en sommes-nous avec cette question d'importation de certaines espèces animales pour quand même une sorte d'expérimentation pour voir réellement si ça peut aller avec d'autres que nous avons ici chez nous. Donc, tout dépend d'une question d'organisation, à mon avis. Absolument. Alors Mokhtar, le secteur de l'élevage aujourd'hui, c'est le parent pauvre. Hein. Il n'y a pas d'accompagnement, c'est-à-dire que c'est un secteur laissé pour compte. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on ait quand même des améliorations de ce côté? Écoutez, je pense que il y a une grande problématique à ce niveau. Souvent, Mohamed Leba l'a rappelé tantôt, c'est ce conflit qui ne finit pas entre éleveurs et agriculteurs. Je pense qu'à ce niveau-là, les autorités doivent s'impliquer pour mettre fin à ce phénomène-là, parce que identifier les zones où pourrait se développer l'élevage et les zones où on pratiquerait l'agriculture. Déjà, les zones agricoles sont déjà identifiées et il ne reste que maintenant trouver les zones d'élevage pour dire que désormais, c'est dans cette zone l'élevage se pratique. Maintenant, si tu viens dans cette zone pour faire un champ, ça veut dire que c'est toi qui ne veux pas la paix. Et il faut tout de suite interpeller les gens. Et pour moi, on doit le faire. C'est vrai que des gens qui ont fait le foota et tout ça, on sait comment ça se fait là-bas, mais l'organisation manque. Absolument. Ce n'est pas. Et est-ce que aussi les gens sont accompagnés? Par exemple, il y a des gens quand même néanmoins qui essaient de s'illustrer, mais par faute d'accompagnement, souvent ils sont victimes de pertes. Souvent, vous savez, il y a des maladies qui viennent s'attaquer aux animaux et tout ça. Et quand vous êtes dans une zone reculée où il n'y a pas de vétérinaires, ce sont des gens qui disent bon, il faut donner ça, il faut donner ça. Et finalement, c'est des produits au hasard que l'on donne. Quand ça apporte, tant mieux. Quand ça n'apporte pas, ce n'est pas une surprise. Je pense qu'il faudrait quand même mettre une politique très durable dans ce sens-là pour pouvoir accompagner les gens.
aujourd'hui, quoi que l'on dise, parce que les poulets importés coûtent moins cher que nous avons chez nous ici. Oui, c'est avec, comment on appelle ça, c'est des pandémies ou quoi, souvent qui ravagent. La grippe aviaire. La grippe aviaire, c'est souvent qui ravage les poulets à l'intérieur. Ce qui fait. Mais avant que ça coûte plus cher. Non, aujourd'hui, par le passé, quand vous partiez dans votre. Pour avoir un coq aujourd'hui, il faut 180 000. C'est ce que je suis en train de vous dire. Par le passé, quand vous partiez dans votre village, presque durant tout votre séjour, c'est des poulets vous mangez. Mais ça c'est au village. Mais aujourd'hui, allez-y, vous n'en trouverez pas. Parce que on n'a pas fait en sorte d'accompagner les gens pour quand même pouvoir trouver des produits qui luttent contre, disons, cette maladie qui s'attaque. Pour l'éradiquer tout au plus. Et donc, au poulet, ça veut dire qu'il y a un problème qui est là. Il faut chercher à le corriger. Et de l'autre côté, comment faire en sorte de limiter l'importation, parce que quand même les poulets on n'est pas en train là de jeter de l'anathème sur les activités des autres, mais on s'interroge quand même sur comment, on sait qu'il y a un ministère qui s'en occupe, on sait que c'est surveillé et tout ça, mais il faut encore se poser des interrogations, parce que ces derniers temps, par le passé, il y avait des gens du village, on ne parlait pas de tension, mais aujourd'hui, quelqu'un qui est dans les fonds du village, on dit non, il est terrassé par la tension. Ça veut dire qu'il y a un sérieux problème. Et la santé de l'homme dépend de son alimentation, dépend de sa nourriture. Et c'est en cela qu'il faudrait quand même accompagner les gens. Et aussi, quand ils sont accompagnés, ça limite l'exode rural. Ça limite la migration. L'immigration. Donc, parce que les gens ont du quoi à s'en occuper. Mais lorsque tout cela n'est pas là, je me dis que les gens sont laissés pour compte, ça devient compliqué, chacun doit se chercher parce qu'il faut vivre. Alors, pour terminer sur cette question, Mohamed Loba, ce qui est au-delà de tout aussi, c'est une question de moyens. Comment chercher les fonds, d'autant plus qu'il n'y a pas plus tard que moi, le Premier ministre lui-même le disait ici, la Guinée quand même a perdu, au Dijon, a manqué une opportunité venant du FODA, du Fonds d'investissement agricole. Donc, ce qui sous-entend, effectivement, on parle de plus de 63 millions de dollars que la Guinée aurait perdu parce que tout simplement, il n'y avait pas de projet bancal, donc pouvant permettre à la Guinée de bénéficier de cette aide-là. Que faut-il faire? À l'interne aussi, qu'est-ce qu'il faut pour lutter contre le laxisme ou la corruption de nos cadres? Rapidement. Bon, ça, je crois que ce n'est pas une question qui revient aux citoyens, c'est que c'est le gouvernement, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, si les gens sont trimballés du côté de la CRIEF, il faut en faire de même par rapport à ces cas-là. Parce que quand il s'agit d'une question de fonds détournés, tout ce qu'il faut faire, c'est laisser la justice faire son travail. Mais si maintenant il y a une complicité, c'est-à-dire de certains cadres, c'est-à-dire haut placés, donc ça veut dire que haut percé, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Cette question aujourd'hui d'agriculture, d'élevage, vous savez, vous l'avez écouté la dernière fois, vous avez suivi les dernières statistiques de la Banque mondiale où on nous dit que la contribution du monde de agro-pastoral, c'est juste 19% au PIB. 19%, qu'est-ce que ça veut dire? Insignifiant. C'est insignifiant. C'est insignifiant. Aujourd'hui, vous partez au village avant, c'est que les gens cultivaient, c'est très difficile. On pouvait acheter du riz ici pour envoyer au village, mais aujourd'hui c'est la même chose. C'est que vous achetez ici, vous êtes obligé de payer pour envoyer là-bas. Il y a des plaines, des superficies, des étendues comme ça, vous regardez en perte de vue. Absolument. C'est parce qu'on manque de solutions. Je ne crois pas que ce soit peut-être un manque de moyens, mais à un moment, il faut juste pointer du doigt à ce manque de volonté et des solutions peuvent s'offrir à nous. C'est aussi simple que ça. Bien, autant pour nous d'observer une pause et puis on revient dans un instant, si tout va bien. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées. Bonjour à Conakry, bonjour à tous ces auditeurs et téléspectateurs qui nous attendaient impatiemment. Heureux de vous retrouver. Chez moi, il y a de l'eau. Il vit à son folie. Ils escaladent pour descendre et chercher de l'eau, escalader encore pour remonter. Mettre de l'eau dans une bouteille, on voulait faire du thé. On avait trouvé toutes sortes d'ordures, y compris même des fourmis là-dedans. J'ai ouvert le robinet,
L'eau a commencé à couler. Par après, quand j'ai pris les 2 pagnes, ce n'était que de la poussière, de la saleté. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Monsieur le directeur Aboubakar Kamara, le jeune Akila, journaliste, dit qu'il vous a écrit plusieurs fois. Stabilité économique là qui va s'accroître et c'est pas bon pour notre République. Nous ne sommes pas dans une république, mais nous sommes dans une républicophile. Il ne faudrait pas crier à Uadja, il faut quand même saluer d'une part les efforts du gouvernement. Le ministre Ousmane Gawal nous dit que bientôt le bateau va accoster, très bientôt, parce que très bientôt c'est vague. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Dans un monde médiatique où la seule... Merci encore une fois. Je vous le disais, à l'entame de cette émission, la Guinée annonçait tout récemment avoir franchi la barre d'1 million de personnes en crise alimentaire. La Guinée vient de bénéficier d'un appui financier de plus de 140 millions de dollars dans le cadre de son programme de partenariat avec le programme alimentaire mondial pour la période 2024-2029, lequel appui a été approuvé à l'unanimité par les pays membres. Le ministre guinéen du Plan et de la Coopération internationale, en l'occurrence Ismaël Nabé, présent à cette rencontre, a exprimé la détermination de la Guinée à travailler avec le PAM pour l'atteinte des objectifs du développement durable, dont l'éradication de la pauvreté. Mokhtar Sylla. Oui, écoutez, je pense que c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que la coopération, ça fonctionne. Après la levée des sanctions de l'OIF, c'est quand même cette belle annonce que nous entendons. Je pense que ça veut dire que nous sommes encore présents dans le concert des nations, parce que c'est ce qu'il faut dire. Et maintenant, par quelle magie on est en train de gérer tout ça? Donc c'est ce qu'il faudrait explorer. Et vous savez, vous qui avez quand même fait les écoles où il y avait ce programme là, PAM, donc vous connaissez bien c'est quoi les avantages et tout ça. Je pense que c'était une façon aussi d'encourager la scolarisation des enfants, notamment des jeunes filles dans le monde rural. Il faut rappeler, c'est pour le programme scolaire. Hein? C'est ce que j'ai dit, dans le monde rural. Parce que vous savez, par le passé, il n'y avait pas assez quand même d'écoles à l'intérieur du pays. Il fallait faire des kilomètres pour aller imaginer des enfants de 8 à 9 ans. C'est quand même très difficile parfois de passer toute la journée sans avoir quoi mettre sous la langue. Et je pense que c'est une très belle initiative. Et maintenant, si cette fois-ci encore la Guinée bénéficie de ce fonds-là, je pense que c'est quelque chose de très salutaire et qu'il faudrait quand même encourager. Mohamed Loba, ce qu'il faut dire par là, c'est que même si antérieurement il y avait une mauvaise nouvelle, celle qui consiste à dire que nous avions franchi la barre des millions de personnes sous une crise alimentaire, ce qu'il faut dire, c'est que cette fois-ci, c'est une très bonne nouvelle pour la Guinée. Oui, c'est une très bonne nouvelle pour la Guinée, il faut le dire. Une très très bonne nouvelle, même pas une bonne nouvelle, une très très bonne nouvelle. Pour la Guinée, si tout se passe très bien, c'est-à-dire avec une clarté énorme. Et parce qu'il faut le souligner, souvent, c'est pas peut-être une première que nous bénéficions d'un tel fonds pour gérer soit peut-être une crise alimentaire ou quelque chose comme ça. Et moi, je vais vous rappeler exactement les propos du ministre, parce que la Guinée quand même s'engage en prenant cet argent. La Guinée va s'engager, et la Guinée s'est engagée à travers le ministre du Plan. Il dit que le gouvernement de Guinée est déterminé à travailler en étroite collaboration avec le programme alimentaire mondial pour établir un programme mondial d'alimentation scolaire. Et comme vous l'avez dit, donc cela devrait être orienté dans la scolarisation et puis voilà, lutter un peu contre la malnutrition au niveau des enfants surtout. Et on dit, en nous engageant, c'est le ministre qui est en train de parler, en nous engageant dans cette initiative cruciale, nous visons à
garantir que chaque enfant ait accès à l'éducation et que personne ne soit laissé pour compte. Investir dans un capital humain, sain et bien éduqué est essentiel pour l'avenir de notre pays. C'est Ismaël qui le dit. Donc aujourd'hui, le ministre du Plan, le ministre du Plan, on a besoin de voir le même discours se concrétiser sur le terrain. C'est tout ce qu'on a besoin. 143 millions, c'est pas petit. Absolument. C'est beaucoup. Absolument. C'est beaucoup. Ça peut nous propulser, ça peut nous aider à arranger beaucoup de choses aujourd'hui. Donc il faut se dire que c'est une très bonne nouvelle pour tout le monde. Mokhtar, vous le savez très bien, le programme alimentaire mondial à l'intérieur du pays, c'est une véritable hémorragie, une saignée financière, un vol à ciel ouvert. Non, surtout ça, parce que c'est bien beau. Ça n'arrive pas à destination. C'est bien, non, c'est bien beau de bénéficier des dons, mais la gestion aussi en est une autre. Absolument. Parce qu'on sait qu'à l'intérieur, ce n'est pas, le contrôle n'est pas aussi comme ça. Généralement, c'est partagé. C'est toute une chaîne. Absolument. Parce que ça va du directeur de l'école primaire, au niveau de la DCE, de la DPE, de l'IRE. La chaîne, elle est longue. Absolument. Elle est longue. Donc, pour une fois encore, chacun prend sa part. Une fois encore, il y a des gens qui s'enrichissent. Absolument. Sur le dos, au détriment des élèves. Ouais. Parce que la destination, c'est aux élèves. Donc, mais à l'intérieur, il y a certains endroits, l'usage, on en fait autrement. Absolument. Et je pense qu'il faudrait que les gens prennent conscience et que le ministère, quand même, mette en place une cellule de veille. Mais pas comme la lutte contre la corruption. Vous luttez contre la corruption, vous n'avez même pas un petit véhicule. Ça devient difficile, vous venez contrôler qui. Non, absolument. Il y a tout ça. Il faut donc, pour moi, quand on mettra en place une cellule de veille, il faut créer toutes les conditions pour ne pas que ces gens-là aussi tombent dans le piège de ceux-là qu'ils vont aller inspecter. Donc les mettre à l'abri du danger. Pourtant, souvent, c'est comme ça se passe. Vous venez sur le terrain pour m'inspecter. Je fais tout pour vous corrompre. Oui, mais oui. Vous tombez dans ce piège-là et puis c'est fini. Ça dépend aussi de votre position. Non, c'est fait non. Souvent. Non, mais c'est vrai, ce que tu dis est vrai, mais ça dépend aussi de l'état dans lequel moi je suis venu vers vous. Évidemment. Et lorsque moi je suis venu à pied, je ne suis pas dans toutes les conditions, parfois même difficile à trouver le petit déjeuner. Mais écoutez, ce monsieur il fera quel travail? Il n'existera que de nom, mais le travail pour lequel il est employé, le travail pour lequel il est mis sur le terrain, il est déployé sur le terrain, ne sera pas effectif et cela ce sera au détriment des bénéficiaires. Donc ça voudrait dire que les gens qui doivent quand même composer, si toutefois on va écouter ce message là pour mettre cette cellule en place, qu'on mette toutes les conditions, qu'on les mette dans toutes les conditions pour quand même certains besoins afin que le travail soit bien mené. Bien, voilà ce qu'il faut dire par rapport à ce sujet-là. On vous le disait à l'entente de cette émission, une lueur d'espoir semble se dessiner pour les médias privés dont les agréments ont été retirés. Le secrétaire général du SPPG, Sékou Jamal Pendassa, semble être optimiste cette fois-ci. Il parle d'une véritable avancée dans les négociations. Il a d'ailleurs, à travers un communiqué, sollicité une audience avec le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, pour, dit-il, échanger avec lui autour de la crise qui mine le secteur des médias depuis pratiquement 8 mois. Pour en parler, effectivement, nous recevrons le principal concerné, Sékou Jamal Pendessa. On nous apprend que nous avons le secrétaire général du SPPG, Sékou Jamal Pendessa, en direct dans le scanner. Sékou Jamal Pendessa, bonjour. Sékou Jamal Pendessa, bonjour. Bonjour, voilà, là c'est bon maintenant. Camarade, salut. Camarade, salut. Salut. Merci, camarade. Bienvenue dans cette émission Le Scanner. Merci. Bien. On le disait ici, cette fois-ci, tout semble indiquer que nous nous dirigeons tout droit vers un dénouement heureux dans cette crise. C'est cela? Évidemment. Bien. Toutes les conditions sont réunies aujourd'hui pour une sortie de crise définitive. Bien. Depuis le début de ce problème, on n'avait jamais connu une telle évolution. Ouais. Et donc, nous pensons que l'occasion est venue, il faut la saisir. Bien. Voilà.
Très bien, Mohamed Doba. Dites-nous, qu'est-ce qui a été fait dans ce sens-là et quelles sont les portes aujourd'hui qui vous sont ouvertes? Bon, beaucoup de choses ont été faites, on ne va pas revenir sur tout ça sur les antennes. Oui. Beaucoup de portes aussi nous sont ouvertes, parmi lesquelles celle de la présidence qui est grandement ouverte. Bien. Qu'en est-il de votre courrier? Est-ce qu'il est bien arrivé à destination? Oui, le courrier est arrivé, vous avez dû voir la décharge. Absolument, absolument, oui. Voilà, avec le cachet de la présidence. Et nous n'avons pas encore de réponse, mais nous savons que le courrier est arrivé à la présidence parce que nous avons la décharge. Mais ça ne peut pas être aussi picotable parce qu'on l'a déposé mardi, on est vendredi aujourd'hui. Ouais. Certainement, si on doit s'attendre à une réponse, ça doit être à partir de la semaine prochaine. Bien. Mokhtar Sylla. Ok. Alors, c'est quand même très rare de voir M. Pendessa s'exprimer de la sorte avec un optimiste aussi grand. Qu'est-ce qui rassure M. Pendessa, qui est tout le temps souvent dubitatif par rapport aux négociations? Cette remarque, donc, cela veut dire que l'espoir est grand. Si vous voyez que quelqu'un qui n'a pas l'habitude de s'exprimer avec un certain optimisme le fait aujourd'hui, c'est que l'espoir est grand. Et je vous ai dit, c'est un processus qui a été précédé par des choses très importantes. C'est pourquoi on ne veut pas trop s'aventurer sur des détails pour ne pas compromettre la bonne marche, pour ne pas compromettre des efforts qui ont été menés par de très bonnes personnes. Bien. Voilà, donc ce qu'on va retenir, c'est qu'aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour que la crise la prenne fin. Très bien, oui, allez-y. Voilà, là, nous disons à ces camarades qui sont contraints au chômage, parce que beaucoup d'entre eux sont déjà partis à l'intérieur du pays, ne pouvant plus payer les loyers de leur maison. Ici à Conakry, ils sont rentrés. On leur dit de commencer à se préparer petit à petit. Évidemment. Et d'autres, les plus chanceux ont pu changer de métier. Ils ont eu du boulot dans d'autres domaines. On dira pas malheureusement parce que c'est du boulot, mais c'est que nous avons perdu quelques confrères quand même qui renforçaient notre métier. Parce que plus vous perdez un élément, plus ça diminue. Voilà, il y a beaucoup d'aspects qu'on ne peut pas exposer sur les médias. Et il y en a qui ont reçu des préavis pour libérer les maisons. Il y en a qui ont carrément libéré, n'ont pas attendu des préavis parce que n'ayant plus d'espoir, ils disent je ne vais pas attendre que des arriérés s'accumulent chez moi. Donc, mais bientôt la fin de la crise, nous leur disons de commencer même s'ils ne viennent pas tout de suite à Conakry, mais de se préparer. Comme ça, dès qu'ils entendent que l'audience c'est tout, et qu'ils se disent dans la tête que dès après l'audience, on va nous annoncer la bonne nouvelle. Voilà. Alors, aujourd'hui, quel est le rapport entre vous et l'association des patrons de presse? Bon, nous avons... Est-ce un mouvement d'ensemble? Nous avons de très bons rapports. Hein. Nous avons de très bons rapports parce que, comme nous le disons, on nous appelle des partenaires sociaux. Syndicats et patronat et gouvernement, on les appelle des partenaires sociaux dans le jargon du monde du travail. C'est comme ça on nous appelle. Ce qui fait que peut-être à un moment vous pouvez avoir des rapports difficiles, même vous avec madame, des fois ça peut arriver à la maison. C'est inné à la nature humaine. Mais généralement les rapports sont bons. Pour preuve, nous communiquons avec eux à tout moment, hein. Là je vous le dis. Mais d'aucuns pensent que il faut forcément qu'on parte dans un mouvement d'ensemble pour qu'on dise qu'ils vont dans le même sens. Pas forcément. On peut avoir des approches différentes,
Mais l'objectif, c'est le même. Bien. Nous œuvrons pour la libération des médias. Les patrons aussi œuvrent pour la libération des médias. Donc si nous comprenons très bien aujourd'hui, le syndicat, dans sa démarche, le fait en solo. Oui, c'est ça, pour être honnête, solo, mais cela ne veut pas dire que nous sommes en désaccord total avec les patrons. Bien. Mais pour, voilà, ce courrier est déposé par le syndicat et signé par le syndicat. Bien. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez ce qu'on appelle, disons, une disponibilité entre les deux parties, puisqu'il y a des parties qui semblent être concernées, c'est les médias fermés et l'État, notamment ce qui nous gouverne aujourd'hui. Est-ce que vous sentez déjà une disponibilité pour les deux parties-là, disons, de se rabibocher tout au plus? Évidemment, évidemment. Il y a déjà un début de rapprochement qui est fait, je vous l'ai dit qu'on doit épargner des détails à nos auditeurs, mais il y a un début de rapprochement qui est fait et l'atmosphère qui était tendue est détendue actuellement. Ouais. Des bonnes personnes ont pu détendre l'atmosphère. Ouais. C'est pourquoi je vous disais que toutes les conditions sont réunies aujourd'hui. Toutes les conditions. La seule crainte qu'on puisse avoir, parce que nous sommes en Guinée, pour ne pas que des personnes de mauvaises intentions viennent bouleverser la dynamique. C'est la crainte. C'est pourquoi notre souhait est que le président puisse nous répondre rapidement avant que des facteurs défavorisants viennent tout bouleverser. Alors, est-ce que ce dénouement est conditionné, M. Pendessa? Tchekou. Bon, je n'ai pas compris ce que vous voulez dire. J'ai dit, est-ce que ce dénouement de cette crise-là semble être conditionné, par exemple? Bon, je vous ai dit qu'on est tout proche d'une sortie de crise. Et retenez que la rencontre viendra finaliser. C'est juste pour finaliser, harmoniser le reste, voilà. Bien. Nos confrères pourraient attendre jusqu'à quand encore? Bon, nous disons, notre estimation, on ne sait pas si elle pourra être exacte, dans un peu plus de 2 semaines. C'est-à-dire à partir du dépôt du courrier. Le courrier a été déposé mardi. Donc mardi prochain, mardi à 8, ça va nous faire 2 semaines. Et puis, disons, mercredi qui va suivre, certainement, ils vont reprendre. Parce que si, par exemple, on nous reçoit plus tard mardi en 8, c'est-à-dire la 2e semaine juste, et on ne sait pas si la rencontre sera dans l'après-midi. Quand on sort, peut-être les gens ne pourront pas avoir le temps de venir travailler directement, mais puisque la bonne nouvelle sera annoncée à la presse, cela veut dire que le départ de notre audience, ils vont reprendre. Donc, misons sur 2 semaines et quelques. Bien, camarade. Ou disons, au total, pour être plus précis, l'autre mercredi, vous allez calculer, ça va tomber sur combien? Après le mardi, après le 2e mardi, ou le 3e mardi, à partir du dépôt du courrier, le mercredi qui va suivre immédiatement. Si vous avez un calendrier là-bas, ça va vous donner une date. Bien, camarade. Votre dernier mot à l'endroit de tous les acteurs concernés? Le dernier mot, c'est que nous allons dire à tous les acteurs de saisir cette occasion. Il y a des familles, de nombreuses familles qui sont impactées. Parce que quand vous prenez ce que nous avons dit, près de 1000 travailleurs contraints au chômage, et là même il y a un débat, parce que quand nous on faisait ce travail-là auprès des ressources humaines des médias concernés, on n'avait pas tenu compte des services programmes. C'est après avoir publié le communiqué, certains nous ont fait cette remarque pertinente. Ils disent, mais est-ce que
dans vos calculs, là, vous avez contacté les services des programmes de ces médias concernés. Ils ont dit non, nous, on travaille avec les ressources humaines. Ils ont dit non, il fallait contacter les services des programmes parce que dans les médias, en tout cas dans la plupart des médias, il y a des services, il y a des animateurs qui ne sont pas au niveau des ressources humaines, des collaborateurs externes. Donc cela nous a échappé. Mais on avait déjà publié, on ne pouvait pas revenir sur les communiqués très vite. Donc on s'est dit aujourd'hui on est à près de 1000, sans compter les emplois indirects aussi. Donc ceci avec leur famille, ça cause problème. Et du fait qu'il y a beaucoup de citoyens qui sont privés de l'information plurielle, ça cause problème. Du fait que même les autorités aujourd'hui n'arrive pas à toucher la population dans son ensemble quand elles veulent communiquer ces autorités. Donc leurs activités manquent un peu de visibilité aujourd'hui parce que le champ de couverture du pays a été réduit, la couverture médiatique. Le champ là est réduit parce que chaque média est un plus dans la couverture médiatique. Lorsque vous le fermez, c'est que ça diminue. Absolument. Quelle qu'en soit son audience, c'est pas un plus, c'est un moins. Absolument. Vous voyez. Et sans compter que le pays fait l'objet d'une mauvaise publicité depuis 8 mois maintenant. Et là, quand on analyse tous ces aspects, on se dit que personne n'a à gagner dans cette crise. C'est pourquoi nous devons faire un sursaut et qu'on se dise non, il faut que ça s'arrête maintenant là. Et nous pensons que chaque partie aujourd'hui s'est inscrite dans cette logique-là. Voilà. Sekou Jamal Pendessa, le secrétaire général des professionnels de la presse de Guinée. Merci, camarade, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, camarade. Merci pour tout. Bien. Mohamed Loba, on l'a écouté, Sekou Jamal Pendessa, qui était considéré comme étant l'aile dure de tout ce que nous avons connu ici comme crise au niveau des médias, qui semble avoir un espoir tout au plus. Ouais, c'est une très bonne nouvelle pour nos confrères, pour nous-mêmes, parce que ce problème n'a que trop duré. Cela fait près de 8 mois ou plus de 8 mois aujourd'hui que certains sont au chômage parce que bien avant le retrait des agréments, des licences, fréquences, tout et autres, il y avait beaucoup d'autres médias qui étaient quand même persécutés, il faut le rappeler. Donc, est-ce que cela va changer définitivement? Est-ce que c'est une sortie définitive de crise? On l'espère bien pour le moment. C'est la bonne nouvelle parce qu'il dit quand même d'ici 2 semaines. Donc, ça veut dire que nous sommes quand même à quelques microns ou à quelques mètres du bout du bout du tunnel. Est-ce qu'il faut aujourd'hui se réjouir du coup? Parce que quand même, vous avez posé une question qui me semblait assez pertinente par rapport à la condition, parce que souvent nous avons en face des autorités qui parfois, pour faire certaines choses, il faut le mettre entre guillemets, et ce sont des choses qui sont assez conditionnelles. Voilà, est-ce que c'est pour parler où aujourd'hui ces démarches du syndicat ou d'autres organisations de la société, d'autres organisations de presse, pardon, c'est-à-dire ces démarches sont conditionnelles ou le retour de nos confrères est conditionnel, donc il faut attendre encore et encore pour savoir réellement que la vérité ou la réalité n'est pas de ce qu'on croit aujourd'hui par rapport à ces conditions qui pourraient quand même appuyer un peu cette accélération. Cette détente, oui. Oui, bien évidemment. Donc, on espère que ce soit un dénouement vraiment heureux et débarrassé de toutes conditions. Absolument. Mokhtar Sylla. Écoutez, je pense que c'est quand même une très bonne nouvelle parce que on n'a pas intérêt à fermer des entreprises et de l'autre côté, on n'a pas intérêt à être au chômage parce qu'on n'est pas allé à l'école pour être chômeur ou bien on n'a pas ouvert la filière du journalisme quand même pour former des chômeurs. C'est là qu'il s'agit et dans les autres pays, même quand une entreprise est en difficulté financière, c'est l'État qui récupère l'entreprise pour sauver les emplois. Donc, ça veut dire que
ici, ce bras de fer ne profite à personne parce que ça impacte négativement l'économie du pays parce que le taux de chômage augmente et quand le taux de chômage augmente, naturellement l'insécurité grandit parce que qui n'a pas d'emploi, il faut vivre. Je pense qu'il sera obligé de passer par tout le monde quand même pour pouvoir exister. Et donc c'est pourquoi dans cette perspective, nous voyons déjà une lueur d'espoir et personne ne sera perdant. Et tout sera gagnant parce que c'est des emplois qui seront repris, c'est des entreprises qui vont encore fonctionner et ces entreprises vont payer des taxes à l'État. Absolument. Et donc ça voudrait dire que chacun gagne son pain dedans. Et moi je pense que... Il y a un manque à gagner de part et d'autre. Je pense que ce qui est arrivé, ça va être... Ce qui est arrivé, ça va être la première et la dernière, et prochainement, chacun pourra se prendre et travailler. Chacun doit jouer son rôle. Absolument. Lorsque vous, Yaya, vous faites votre rôle, lui, le médecin, il fait son rôle, l'autre, le militaire fait son travail. Je pense qu'on n'a pas besoin parfois à se heurter et tout ça, parce que chacun est sur son terrain. Bien. Donc, nous œuvrons tous pour le développement de ce pays. Bien. En attendant, vous pouvez réagir sur le 629 95 67 67, le 629 95 67 67. Beaucoup de réactions sur cette plateforme. C'est Gando Dara Diallo. Bonjour à vous. Parlant de ces états généraux de l'agriculture et de l'élevage, mon avis, la réussite d'une structure passe obligatoirement par la capacité managériale de ses dignitaires, mais le constat sur le terrain atteste davantage que ces deux secteurs ont se laissé pour compte. Et pourtant, ces secteurs sont pour un pays ce que la sève nourricière l'est pour un arbre. Ça me fait honte d'imaginer que malgré toutes les potentialités agro-pastorales qu'Allah nous a gratifiées, les Guinéens souffrent de malnutrition. Signé Gando Dara Diallo. On continue toujours. Bonjour, le scanner, c'est M. Touré Hadi depuis Dabondi. 2 mois, j'avais toujours... Durant 11 ans, l'impression que la Guinée était dirigée par un opposant qui gardait ses anciennes rancines contre tout le monde. Alors lui, il ne fait pas de cadeau à l'ancien régime. Donc tout ce qu'il faisait, c'était garder son fauteuil, enrichir son clan en arnaquant le peuple. Signé Touré Hadi depuis Dabondi 2. On continue toujours sur le 629 95 67 67. Bonjour Kavi Media. Et bonjour chez moi à Diguiel, c'est dans Mitid à la base. Je suis totalement d'accord avec Mohamed Loba que c'est un réveil tardif du président. L'OPM nous a clairement dit qu'ils sont dans l'impossibilité de nous fournir l'électricité, puis de nous mentir tous les jours. Le manchon n'ira nulle part et ne peut jamais développer un État ou un pays. La question qu'il faille se poser, pourquoi ils n'ont pas cherché à stabiliser le courant qu'ils avaient trouvé en place et continuer d'œuvrer ce que cet acquis demeure et continue de servir le peuple. Mettez des hommes capables dans nos départements, évitez de nommer par affinité dans l'administration, à dire que telle personne est le cousin de la sœur, de la femme, de mon voisin. Ces pratiques obscènes nous amènera à des débouchés. Le problème de la Guinée de nos jours, c'est pas celui qui le dit, hein, c'est le président et son CNRD, c'est vous qui le dites. La seule alternative, c'est leur... Enfin, signer cela aussi, la Guinée, plus le mensonge est gros, plus on vous croit. Donc, Yako, signé Alpha Zidane. Il y a certains propos, nous, on ne les diffuse pas, on ne laisse pas passer. Hein. Alpha Zidane, ça, c'est des propos qui vous engagent. Donc, la responsabilité aussi, notre responsabilité aussi, semble être engagée. Alors, salut les hommes de bonne foi, vous êtes les meilleurs. Demander au Sénégal de nous fournir de l'électricité est une honte. Le mal ne nous fait pas mal. Château d'eau de l'Afrique. Appliquez-vous bien, mon nez signé Mamadou Saliou. Alors, on continue toujours avec les auditeurs. Salam à vous et salam à mes parents de Dalaba, d'Itingiambria, d'Ankama, dans mon ville natale. Le RPG et son président ont arnaqué le peuple de Guinée pour l'électricité. Ils nous ont berné. Bonjouma, Moubarak à vous. C'est voilà, donc une pensée positive à notre Cheikh Abdallah et prompt rétablissement à sa mère, signé Mamadou Alpha Diambrouya depuis Koloma.
On continue toujours sur le 629 95 67 67. Bonjour les braves guerriers. Nous ne sommes pas contre le retour du central flottant, mais combien ça va coûter à l'économie guinéenne? Votre fidèle auditeur, Famara Rosino Camara. Vous pouvez continuer à interagir sur le 629 95 67 67 ou sur la page Facebook de l'émission Los Scanners, groupe Kavi Media ou Kavi TV pour vos opinions. Alors, je crois que nous sommes arrivés à terme de cette émission. Ça n'est terminé pour ces numéros d'aujourd'hui et c'est le tout dernier numéro de la semaine. Mohamed Loba, directeur de publication de Siam Info, merci. Merci Yaya et merci à mon très cher. Je crois qu'après aujourd'hui il ne va pas continuer à m'attaquer. C'était du fake, hein? C'est passé. Mokhtar Silla, directeur de publication de Guinée Panorama, chroniqueur à Sabari FM. Merci d'avoir passé ce matin chez nous. Merci Yaya, merci à tous. Merci à la technique Fodé Amadou Kamara, à la réalisation, je vais dire Alpha Taïboussila, et merci à toute l'équipe technique. On se reprend la semaine prochaine, si Dieu le veut bien. En attendant, restez fidèles au programme du groupe Kavi Media, le seul et unique média de développement. Au revoir. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées. Bonjour à Conakry, bonjour à tous ces auditeurs et téléspectateurs qui nous attendaient impatiemment. Heureux de vous retrouver. Chez moi, il y a de l'eau. Il vit à Sofonia. Il y a de l'eau, pas comme à la cité. Ils escaladent pour descendre, chercher de l'eau, escalader encore pour remonter. De l'eau dans une bouteille, on voulait faire du thé. On avait trouvé toutes sortes d'orties, y compris même des fourmis là-dedans. J'ai ouvert le robinet, l'eau a commencé à couler. Par après, quand j'ai pris les 2 pagnes, ce n'était que de la poussière, de la saleté. Le Scanner, c'est l'émission du débat constructif. Monsieur le directeur Aboubakar Kamara, le jeune Akila, journaliste, dit qu'il vous a écrit plusieurs fois. Stabilité économique là qui va s'accroître et c'est pas bon pour notre République. Nous ne sommes pas dans une république, mais nous sommes dans une républicophile. Il ne faudrait pas crier à Uadja, il faut quand même saluer d'une part les efforts du gouvernement. Le ministre Ousmane Gawal nous dit que bientôt le bateau va accoster, très bientôt, parce que très bientôt c'est vague. Avec le Scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif.